Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de l'adultisme, pour que vous connaissiez le terme, que vous sachiez ce qu'il y a derrière, si vous l'entendez, comme ça vous serez moins interpellés, et puis aussi pour que ça vous fasse peut-être réfléchir sur certaines choses parfois dans votre quotidien avec votre enfant, qui peuvent peut-être s'y référer et sur lesquelles vous auriez envie peut-être que ça se déroule autrement. Je ne dis pas que je fais partie d'une catégorie pro, anti ou quoi. Moi je suis toujours un petit peu entre les deux, mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir l'info et de pouvoir ensuite y réfléchir chacun de notre côté. On commence par une définition sur le site de oveo.org dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les violences éducatives ordinaires, que je vous remets un petit i ici. Le professeur Tchekowe fait une définition assez, je trouve, éloquente, donc je vous la donne. Donc l'adultisme regroupe tous les comportements et les attitudes qui partent du postulat que les adultes sont meilleurs que les jeunes et qu'ils sont autorisés à se comporter avec eux de n'importe quelle manière sans leur demander leur avis. L'idée de ça est vraiment de mettre les enfants dans un espèce de groupe social, aussi bien qu'on peut mettre les femmes ou les noirs ou les juifs, voilà, donc les couleurs de peau, les religions, le sexe, etc. Où l'âge en fait peut donner des critères voilà, de regroupement social, de mettre plusieurs individus dans un regroupement et de montrer que parfois il y a des discriminations. Il y a déjà pas mal de discriminations qui ont été pointées du doigt. Le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, l'agisme, la discrimination qui va vers les personnes âgées, et puis de l'homophobie. J'ai pas parlé aussi de la sexualité, mais ça peut être de l'homophobie, ou ça peut être contre les handicapés aussi, parfois des discriminations. Donc il y a comme ça des groupes de population qui sont parfois discriminés, et l'adultisme pointe du doigt les éventuelles discriminations qu'on peut faire aux enfants, sauf que la plupart sont culturelles et qu'on n'en a même pas conscience. Ça part vraiment souvent dans notre éducation de l'idée que les enfants doivent être éduqués, disciplinés, maîtrisés et punis. L'adultisme va vraiment complètement à l'envers de ça. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans l'éducation classique, les opinions des enfants sont pas forcément entendues. Un enfant qui va dire j'ai pas faim, on va vite lui répondre si c'est l'heure tu manges. Un enfant qui va dire moi j'aime pas trop ma maîtresse, on va lui dire mais si elle est gentille. Donc vous voyez, ça c'est vraiment des opinions d'enfants qui vont pas être entendues. Il y a aussi une dévalorisation souvent de leurs expériences. Ils ont besoin de faire des expériences dans la vie, de vivre des choses et puis d'apprendre de leurs expériences, et souvent on va pas trop les laisser faire. Donc par exemple l'enfant qui veut mettre ses chaussures tout seul et qui le dit par exemple à 2 ans, moi veux faire seul, mettre mes chaussures, et on va lui dire mais non t'es pas assez rapide, là tu vois on est pressé. Donc on dévalorise son besoin d'expérience, d'expérimenter. Ou alors l'enfant qui va grimper quelque part sur un jeu ou même dans un arbre ou quoi, et qui va dire oh regarde maman comme je suis haut, et que le parent va répondre oh là là bah non t'es trop haut, descends. On va pas faire confiance en fait à notre enfant dans sa capacité de jugement, de savoir s'il est monté à la bonne hauteur ou pas. Et même à l'envers, souvent sur les structures, les parents décident déjà au départ si tu as le droit de monter ou pas, et si tu as envie de monter ou pas à la place de l'enfant. Et puis même si l'enfant n'a pas envie, si le parent lui il pense qu'il faut que son enfant monte, il va lui dire si vas-y monte. Donc ça c'est un petit peu irrespectueux du besoin en fait de l'enfant de choisir ce vers quoi il a envie d'aller faire des expériences ou non. Il y a aussi les émotions qui sont souvent minimisées. Par exemple l'enfant qui a peur, on va lui dire mais non il n'y a pas de quoi. L'enfant qui est triste, qui va dire vraiment ça va pas du tout, je suis super triste en quittant ses grands-parents par exemple, il va pas forcément le verbaliser, il va dire il va pleurer, je suis triste, etc. On va lui dire mais non ça va passer. Donc c'est jamais très grave, on prend jamais très au sérieux, c'est comme si oh là là c'est pas grave, tu m'embêtes avec tes trucs. On va aussi penser aux capacités de l'enfant qui parfois peuvent servir en fait à l'utilité d'une collectivité, donc ou même juste au sein d'une famille, la capacité de l'enfant à faire quelque chose, voilà par exemple pour mettre la table. Il veut nous aider, il veut nous déplacer les assiettes, etc. Et on va lui dire mais non, surtout touche pas à ça, tu vas la casser. Et donc on nie sa capacité à participer à la vie de groupe. Ou alors on va lui dire non, t'es trop petit pour passer l'aspirateur.
Il y a aussi les erreurs que les enfants font et que parfois on aggrave en disant ah là là c'est dramatique, par exemple t'as renversé le verre, ah là là c'est pas possible, il y a de l'eau partout, etc. On va en rajouter des caisses, alors que si ça avait été un adulte, peut-être que ça serait passé. Par exemple, un invité qui vient chez vous et qui renverse sa tasse malencontreusement à dire oh t'inquiète pas c'est pas grave, j'essuie, tu vois, il n'y a pas de trace. Un enfant qui renverse sa tasse dans exactement la même situation, on va lui dire oh là là il y a de l'eau partout, machin. Vous avez compris l'idée. L'enfant qui... ça, je pense à ça parce que moi, ça fait vraiment partie des situations qui peuvent vraiment nous arriver. Nous, on a un appartement avec un ascenseur et parfois, ça m'arrive d'appuyer trop vite sur le bouton et de pas appuyer sur le bon, ou d'appuyer sur deux en même temps, vous voyez. Si ça arrive à mon enfant, je vais avoir tendance à râler, alors que si ça m'arrive à moi, je vais me dire, bah, une maladresse, ça arrive. Donc, c'est pareil, des comportements différents en fonction de l'âge de la personne. Oui, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des comportements qui se rapportent à l'adultisme, mais je vous rassure, je travaille dessus. Et puis, parfois, c'est carrément la règle vraiment qui est différente. Par exemple, moi j'ai droit d'avoir un chocolat à la fin de mon repas et toi t'as pas le droit d'avoir un chocolat à la fin de ton repas, ou moi j'ai droit de choisir mes habits parce que moi je sais comment on s'habille, machin, et toi t'as pas le droit parce que tu sais pas coordonner les couleurs, c'est moi qui vais t'apprendre, c'est moi qui vais choisir pour toi, parce que tu connais pas bien les saisons, parce que etc. Sauf qu'en fait, vous l'avez compris, tous ces exemples que je viens de donner, qui peut-être vous ont un petit peu rappelé des choses de votre vie quotidienne, font référence à l'adultisme, qui est, comme je le disais au début en définition, un modèle relationnel de dominant et de soumis, au même titre que toutes les autres formes d'oppression que j'ai pu citer au début. Et l'adultisme donne cette référence relationnelle, donc elle crée aussi un sol fertile pour les autres éventuelles relations que les enfants vont avoir, où ils vont peut-être reproduire ce modèle dominant-soumis. Donc c'est pas forcément quelque chose à encourager, bien au contraire, ça entraîne du manque de confiance de l'enfant, ça diminue son autonomie, ça diminue son libre arbitre. En barre d'infos, vous trouverez des liens vers changer de regard blog.wordpress.com que je vous mets parce qu'il y a un petit truc à lire qui vous permettra de compléter ce que j'ai dit là, et puis vers un PDF de Ça commence avec toi qui a décrit justement comment on pouvait aller de l'adultisme à l'utilisation positive du pouvoir d'adulte, en ce sens que effectivement on peut très bien avoir du pouvoir. En fait c'est très facile d'avoir du pouvoir sur un enfant, à la fois parce qu'on a beaucoup plus de passif derrière nous, d'expérience sur les choses, donc on peut très facilement dire je sais mieux que toi, enfin c'est très facile à dire. Pour autant, il y a vraiment des choses que l'enfant sait mieux que nous. En l'occurrence, il sait mieux que nous s'il a faim, il sait mieux que nous s'il a chaud, il sait mieux que nous s'il est capable ou non de faire telle expérimentation, etc. Il y a plein de choses qu'il sait mieux que nous. Et puis, même si c'est facile intellectuellement, c'est aussi facile corporellement puisqu'on a la force physique. Mais est-ce que réellement on a cette philosophie de vouloir user de la force auprès de nos enfants ? C'est une autre discussion, mais ça s'y rapproche un peu, donc je voulais l'inclure. Donc la question, elle est vraiment très très simple. Quand vous êtes dans une situation, donc il y en a plein dans votre journée, mais vous en prenez une comme ça, et vous vous dites, voilà, dans cette situation, est-ce que j'aurais agi pareil vis-à-vis d'un adulte ? Et parfois, c'est oui, voilà, vous vous êtes comporté avec votre enfant en le traitant d'égal à égal, en le voyant vraiment comme une personne à part entière, et à ce moment-là, pas de souci. Il y a parfois où c'est non, où vous vous êtes pas du tout comporté dans cette relation comme ça d'égal à égal, où il y avait vraiment une histoire de domination. Mais à ce moment-là, cette histoire de domination était-elle présente parce que vraiment votre enfant était à un moment en incapacité lui de gérer ça? Donc ça peut être même l'enfant des fois qui tout simplement sollicite votre aide parce que il est trop petit pour telle ou telle chose. Ça c'est certain qu'il y a des choses sur lesquelles les adultes doivent accompagner les enfants. Mais accompagner, c'est pas dominer l'enfant. Il y a aussi d'autres situations où peut-être vous avez fait des choix qui étaient des choix qui n'étaient pas tellement justifiés par rapport à la capacité de l'enfant ou par rapport à sa maîtrise des choses, enfin voilà, où il n'a pas été entièrement respecté dans son entièreté de personne. Et c'est à ce moment-là en fait où on peut se questionner et se dire mais en fait pourquoi j'ai fait ça, et se dire que peut-être on pourrait lui laisser la place de prendre sa
son entièreté de part de personne et le laisser prendre ses décisions, puisque finalement c'est aussi lui après comme ça qui apprend à en assumer les conséquences. Alors je dis pas qu'il faut laisser tout le pouvoir à l'enfant, vraiment si vous voyez cette vidéo et que vous l'interprétez comme ça, c'est que vous n'avez pas saisi le sens. L'idée n'est pas d'être laxiste, comme on l'a déjà dit plein de fois, mais je le répète, le laxisme c'est aussi une violence éducative ordinaire. L'idée c'est pas d'en avoir rien à faire de son enfant, c'est juste d'essayer de ne pas aller lui imposer des choses qui lui correspondent pas pour laisser émerger en fait la personne qu'il est vraiment. Et ça c'est vraiment pas facile à faire, mais bon, voilà, je pense que quand on a cette prise de conscience et qu'on commence à se poser des questions, bah, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est plutôt dans la bonne voie pour être à l'écoute de son enfant de plus en plus, de mieux en mieux, et puis que ça va permettre de meilleures interactions au sein de la famille, parce que je pense que la relation de pouvoir, c'est pas forcément elle qui va permettre les meilleures interactions, ça va avoir tendance à renfermer l'enfant dans quelque chose qui va peut-être être étouffant pour lui, va peut-être l'empêcher de s'exprimer à tous les niveaux, quoi, même peut-être qu'à un moment il aura même du mal à verbaliser ce qu'il arrivait à nous verbaliser avant, parce que on lui aura tellement dit que c'était pas la peine que finalement il arrêtera complètement, et je trouve ça assez triste. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi, j'espère que comme d'habitude tout ça vous inspire, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.